Bonjour tout le monde, mon nom est Véronique Goujon, je suis chargée de programme par intérim à la Fondation canadienne pour l'innovation. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté d'avoir pris part à notre processus d'évaluation des pairs. La FCI s'appuie sur la communauté des experts pour l'aider dans son processus d'évaluation. Et nous sommes reconnaissants que vous avez accepté à siéger, soit en tant que membre ou de président de nos comités. Nous ne pourrions certainement pas y arriver sans vous, donc un gros merci. Euh, La séance d'information d'aujourd'hui portera donc sur les grandes lignes du Fonds d'innovation 2023, ainsi que sur votre implication et les tâches qui vous seront exigées en tant que membre. J'aimerais également mentionner que je suis accompagnée aujourd'hui par deux de mes collègues qui vont m'aider à répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'option de questions et réponses, le Q&A, pour poser vos questions. Donc, mes collègues vont pouvoir répondre et je pourrai répondre également là, à vos questions à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, le mandat de la FCI consiste à verser des contributions financières aux universités, aux collèges, aux hôpitaux de recherche et aux établissements de recherche à but non lucratif pour leur permettre d'acquérir de l'infrastructure de recherche et ainsi accroître leur capacité à mener des activités de recherche de grande qualité. Donc, le mandat est d'entreprendre des activités de recherche de développement technologique de calibre mondial qui profitent aux Canadiens. Ce faisant, la FCI investit dans de l'infrastructure de recherche dans les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche et les établissements de recherche sans but lucratif, et ce, dans tous les domaines de recherche, à savoir de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Au niveau du modèle de financement, en fait, la FCI finance jusqu'à 40 des coûts admissibles d'un projet d'infrastructure de recherche. Les 60 restants est donc couvert par différents organismes, soit les gouvernements provinciaux, d'autres organismes publics et ou privés ou sans but non lucratif, ainsi que par des contributions des établissements. La plupart des provinces ont un processus d'examen parallèle et vont similairement cofinancer jusqu'à 40 des projets de recherche, restant ainsi 20 aux établissements à trouver du financement. Il est important de mentionner que le financement est destiné aux institutions de recherche et non aux chercheurs individuellement. Nous avons également, en fait, la FCI contribue également aux coûts d'exploitation et de maintenance par le biais du Fonds d'exploitation des infrastructures. Les établissements reçoivent donc une allocation automatique du Fonds d'exploitation des infrastructures égalant 30 du montant accordé par la FCI, et ce, pour chaque projet. Le budget du concours 2023 s'élève à 520 millions de dollars, soit 400 millions qui va être destiné à la recherche, à l'infrastructure de recherche en soi, et 120 millions qui va être couvert par l'entremise du Fonds d'exploitation des infrastructures. Les objectifs du Fonds d'innovation sont en 3 temps, à savoir de favoriser des activités de recherche ou de développement technologique concurrentiel sur la scène internationale grâce à la participation équitable des membres d'équipe ayant l'expertise requise. Le deuxième objectif du fonds est d'accroître et d'optimiser la capacité des établissements et des communautés de recherche à mener les activités de recherche ou de développement technologique proposées pendant la durée de vie utile de l'infrastructure. Le troisième objectif est de générer des retombées socio-économiques, environnementales en matière de santé pour la population canadienne. Au niveau de l'échéancier du concours et du processus d'évaluation, donc en juillet, le 15 juillet était la date limite pour soumettre les propositions. S'en suivra le processus d'évaluation qui est en 3 étapes. Donc, la première étape étant le comité expert, qui est en fait le processus à laquelle vous allez prendre part dans les prochains mois. Donc, les comités se tiendront entre septembre 2022 et janvier 2023.
Dans le cadre des comités experts, chaque proposition est évaluée sur la base de ses propres mérites. Donc, les comités regroupent des propositions. Nous avons regroupé, en fait, les comités avec des propositions portant sur des thématiques communes. Et donc, on va vous demander d'évaluer, en fonction de votre expertise, les forces et les faiblesses de chacune des propositions. Le personnel de la FCI rédigera par la suite les rapports des comités experts qui vont se concentrer sur les forces et les faiblesses de chaque proposition telles que discutées durant les comités, et ce par rapport aux 6 critères d'évaluation. À ce stade-ci, en fait, on ne vous demande pas de faire des recommandations de financement, mais bien d'apporter votre expertise au niveau des forces et des faiblesses. Le rapport du comité d'experts servira en fait de base pour le niveau d'évaluation suivant, soit le comité d'évaluation multidisciplinaire, qui, eux, évalueront toutes les propositions ainsi que les rapports de comité d'experts. Et ils sont responsables d'identifier les propositions présentant des faiblesses importantes dans le critère composition de l'équipe, puisque celles-ci seront éliminées de la compétition. Également, le comité d'évaluation multidisciplinaire va identifier les propositions qui démontrent le plus haut niveau d'excellence et qui répondent le mieux aux 3 objectifs du concours préalablement énoncés. Et également, à ce niveau-ci, les membres du comité d'évaluation multidisciplinaire vont fournir une recommandation de financement ainsi que le montant de financement pour chacune des propositions. Contrairement aux comités experts, les comités d'évaluation multidisciplinaires vont évaluer les propositions portant sur différentes thématiques de recherche. Donc, différents comités ont été créés en fonction du montant demandé dans les propositions, ainsi que de la taille des établissements. Au total, 13 comités d'évaluation multidisciplinaires auront lieu. Finalement, la 3e étape de notre processus d'évaluation est le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial, qui va en fait assurer la cohérence entre les comités d'évaluation multidisciplinaire et faire des recommandations de financement pour les propositions. Donc, s'assurer que les objectifs du concours ont été atteints et justement faire des propositions en fonction du portefeuille d'investissement et à savoir les recommandations qui sont le plus importantes au niveau de la recherche au Canada. Finalement, en juin, notre conseil d'administration prendra les décisions finales en matière de financement. Il est important de mentionner que l'excellence est le principal critère qui suit au travers toutes les étapes du processus d'évaluation. Ici, en fait, là, je vous invite à prendre part à ce petit vidéo qui explique un peu là, votre rôle et ce qui est attendu de vous pour les comités d'experts. Par souci de temps, aujourd'hui, je ne vous présenterai pas le cours vidéo d'une durée d'environ 5 minutes. Je vous invite à le visionner en prévision de votre comité à venir. Le vidéo est disponible dans le document des lignes directrices pour les comités experts ainsi que sur notre site Internet. Donc, concernant les réunions des comités experts, comme mentionné, chaque proposition sera discutée à tour de rôle en prévoyant plus ou moins 50 minutes par proposition. Donc, on vous demandera d'évaluer chacun des critères un à la fois et de déterminer si les critères sont satisfaits ou non. Chaque critère d'évaluation est en lien avec les 3 objectifs du concours. Et comme mentionné préalablement, nous allons vous demander de partager vos commentaires en termes de force et faiblesse de chacune des propositions en fonction de chaque critère. Puis nous allons également inviter les membres à avoir une discussion générale entre eux pour obtenir un consensus au niveau des forces et des faiblesses
du critère et également là, pour obtenir une cote consensuelle. Donc, à l'issue de la discussion, le comité doit formuler une évaluation globale des forces et des faiblesses du projet et parvenir à un consensus sur le niveau de conformité de la proposition aux normes du critère. Ce qui nous emmène en fait à l'échelle d'évaluation. Donc, pour chaque critère, nous allons vous demander d'utiliser cette échelle à 5 niveaux afin de déterminer si la proposition satisfait la norme du critère. Donc, si la proposition satisfait, vous avez la cote ST qui satisfait la norme. Par contre, si vous trouvez que la norme est tout de même satisfaite, mais que vous avez soulevé quelques faiblesses mineures qui ne compromettent pas le projet de recherche proposé, vous avez l'option SF. Si les faiblesses que vous avez soulevées, par contre, sont un petit peu plus importantes et compromettent le projet de recherche, vous avez PS comme option, donc partiellement satisfaisant. Et si le critère n'est non satisfait, vous avez l'option NS. Tout au bout de l'échelle, vous avez l'option EX, qui est ici pas excellent, mais bien excède largement la norme. Donc, c'est vraiment, le critère est non seulement satisfait, mais dépassé de façon impressionnante. Donc, c'est vraiment, le projet a ce qu'on appelle un facteur wow. Donc, ça va être important de soulever le pourquoi que vous mentionnez que ce critère possède une composante qui excède largement le critère, puisque le rapport doit aligner en fait les commentaires en termes de force et de faiblesse et la cote pour chaque critère. Donc, s'il y a des informations manquantes, nous allons devoir les soulever dans la section faiblesse. Et à l'inverse, s'il y a des facteurs qui sont impressionnants, nous allons les mettre au niveau de la force. Donc, comme mentionné, les commentaires et les évaluations doivent être bien alignés pour permettre une certaine cohérence. Et comme mentionné préalablement, le rapport sera remis au niveau suivant, soit le comité d'évaluation multidisciplinaire. Donc, ces derniers vont se baser sur vos évaluations en termes de force et de faiblesse. Au niveau des engagements envers les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, nous avons élaboré notre stratégie d'équité, de diversité et d'inclusion pour ce concours en consultation avec des intervenants de partout au Canada et en nous fondant sur l'approche du Fonds Nouvelles Frontières. Nous avons encouragé les candidats à consulter les meilleures pratiques en matière d'équité, de diversité, d'inclusion dans la recherche pour ce fonds. Nous avons adopté 2 éléments clés dans notre stratégie, soit tout d'abord, conformément à notre engagement en faveur de l'équité, de diversité et d'inclusion, nous avons introduit le critère composition de l'équipe comme nouveau critère pour le fonds cette année. Ce critère se concentrera sur la prise en compte par l'équipe des barrières systématiques spécifiques au domaine de recherche, les principes d'équité et de diversité dans la composition de l'équipe et finalement des moyens d'assurer un environnement de recherche inclusif et collaboratif. Nous allons tirer parti de vos connaissances en tant qu'experts du domaine sur les obstacles et les défis spécifiques à chacun des domaines de recherche. Les membres du comité d'évaluation multidisciplinaire, donc la deuxième étape dans le processus d'évaluation, se serviront pour leur part de leurs connaissances plus larges au niveau de l'EDI et des commentaires fournis par les experts pour évaluer dans quelle mesure la proposition satisfait au premier objectif. Le deuxième élément clé de notre stratégie est d'évaluer l'expertise de manière plus inclusive grâce aux résultats de recherche non traditionnels. Pour ce concours, les résultats de recherche traditionnels et non traditionnels seront utilisés pour évaluer de manière plus inclusive l'expérience et l'expertise des membres de l'équipe. Donc,
pour cette année, les propositions dans la liste des curriculums vitae qui pouvaient joindre, qui devaient joindre en fait aux propositions. Dans la section contributions les plus importantes, nous avons permis aux candidats d'inclure un large inventaire de résultats et d'impacts de recherche sans se limiter aux contributions publiées. Au niveau des 6 critères d'évaluation que vous allez avoir à vous pencher, le premier critère comporte la recherche ou le développement technologique. Donc, la norme dit que les activités de recherche ou de développement technologique sont novatrices, réalisables et concurrentielles sur la scène internationale. Nous avons donné comme instruction aux applicants de décrire les activités de recherche ou de développement technologique qui seront rendues possibles grâce à l'infrastructure demandée. Ainsi, d'expliquer la méthodologie qui sera utilisée pour mener à bien leur projet de recherche et de décrire les aspects novateurs des programmes proposés en les positionnant dans l'état actuel des connaissances dans le domaine, et ce, autant au Canada qu'à l'étranger. Le deuxième critère, soit l'expertise de l'équipe. Donc, l'équipe possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour mener à bien les activités de recherche proposées. Les instructions données à l'applicant sont de décrire l'expertise requise pour mener à bien les activités de recherche proposées et également de décrire l'expérience et l'expertise des membres au moyen de résultats de recherche traditionnels et non traditionnels. Ce qui nous amène à notre troisième et nouveau critère, soit la composition de l'équipe. Donc, les principes d'équité et de diversité ont été pris en compte lors de la composition de l'équipe, y compris dans les choix des responsables d'équipe. On s'engage à créer un milieu de travail inclusif dans tous les membres sont pleinement intégrés à l'équipe et soutenus par elle. Au niveau des instructions données aux applicants, donc on leur demande de décrire les défis particuliers ou obstacles systémiques qui existent dans le cadre de leur activité de recherche qui pourraient empêcher une personne appartenant à des groupes sous-représentés de faire partie de l'équipe de manière équitable. Également, on leur a demandé de décrire au moins une pratique concrète qui a été mise en place pour surmonter les défis et les obstacles systémiques qui ont été préalablement décrits. Et finalement, de décrire au moins une pratique concrète qui sera adoptée pour favoriser l'inclusion continuelle des sous-groupes présentés dans l'équipe. Donc, oui, en fait, j'ai pris une diapositive d'avance. Donc, ici, vous avez la norme et les différents aspects à mentionner dans la proposition pour satisfaire le critère de composition de l'équipe. Donc, comme mentionné, ce critère doit être satisfait. Donc, ce qu'on considère comme un critère satisfait, la cote ST comme étant satisfait le critère, SF pour satisfaire le critère avec de faiblesse mineure et EX, donc que le critère a été excédé. Alors ici, vous voyez dans la colonne de gauche les différentes instructions qu'on a données aux participants, aux applicants. Donc, au niveau d'analyser les défis particuliers, les obstacles, de mentionner des pratiques concrètes à surmonter, ainsi que les pratiques pour favoriser une équipe inclusive. Alors, vous avez des exemples. Alors, ici, on s'attend à ce que des défis, des obstacles soient clairement identifiés. Qu'également que les propositions démontrent des pratiques concrètes qui ont été adoptées pour l'équipe pour relever les différents défis et obstacles. Et finalement, que des pratiques concrètes favorisant l'inclusion ont été identifiées. Dans la dernière colonne, vous voyez des exemples qui pourraient être élaborés par les différents applicants. Inversement, donc, la proposition ne satisfait pas à la norme du critère de composition de l'équipe si seules des déclarations et des informations génériques ont été fournies.
formulée. Également, si la proposition n'inclut pas d'exemples spécifiques ou de pratiques concrètes ou ne fournit pas de preuves tangibles. Donc, encore une fois, vous avez dans la colonne de gauche les trois critères qui ont été demandés, les trois sous-critères qui ont été demandés d'être décrits par les applicants. Et donc, si seulement c'est des défis, des obstacles génériques qui ont été identifiés avec peu ou pas de détails ou des détails très vagues, comme par exemple simplement mentionner qu'il y a moins de femmes en sciences, qu'il y a moins de femmes dans leur domaine. Donc, peu ou pas d'exemples et de données qui sont fournis. Également, si seulement des pratiques génériques ou institutionnelles visant à relever les défis et les obstacles ont été identifiés. Et finalement, au niveau des pratiques concrètes, seules des pratiques génériques ou institutionnelles sont mises en œuvre pour favoriser l'inclusion. Alors, vous avez ici, encore une fois, dans votre colonne de droite, des exemples qu'on a soulevés pour vous aider à évaluer ce critère. Le quatrième critère d'évaluation, soit au niveau de l'infrastructure. Donc, la norme, l'infrastructure demandée est nécessaire et appropriée pour mener à bien les activités de recherche proposées et améliore de manière optimale les capacités existantes. Donc, en termes d'infrastructure de recherche, au niveau de l'admissibilité, donc nous avons un large inventaire d'infrastructures que nous considérons admissibles, allant de l'infrastructure technique à de la rénovation, en fait, de la construction, qui va servir d'espace pour abriter l'infrastructure qui est admissible. Au niveau des instructions données aux applicants, en fait, nous leur avons demandé de décrire chaque article demandé, notamment les équipements de pointe en fait, et à usage intensif qui fonctionnent régulièrement et de façon fiable sur une longue période. Nous avons également demandé de décrire les mises à niveau des équipements existants et d'expliquer, en fait, de fournir une justification de pourquoi chaque article est nécessaire, qu'on parle en termes de remplacement d'articles ou de l'achat de nouvel équipement. Également, on leur a demandé d'expliquer comment l'infrastructure demandée améliore les capacités de l'infrastructure existante de leur établissement et des établissements partenaires s'il y a lieu. Au niveau de la pérennité, donc, l'infrastructure sera utilisée et maintenue de façon optimale pendant sa durée de vie utile grâce à des engagements concrets. On a demandé aux applicants de présenter un plan de gestion qui décrit comment l'infrastructure sera utilisée de manière optimale, donc en termes d'accès des utilisateurs et au niveau d'utilisation également, de décrire comment l'infrastructure sera exploitée et maintenue durant sa durée de vie utile et d'indiquer également les coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que les sources de revenus prévues pour maintenir l'infrastructure durant sa durée de vie utile. Donc, comme mentionné, les établissements, les projets qui seront financés auront accès à un 30 via notre fonds d'exploitation et de maintenance et de l'infrastructure. Par contre, on sait que ça coûte excessivement cher de maintenir et d'opérer les infrastructures. Donc, on demande aux gens, aux applicants, de fournir un plan pour l'opération et la maintenance. Donc, que ce soit en termes de contribution, de frais d'usage ou autre. Donc, de fournir un plan de gestion. Finalement, le sixième et dernier critère porte sur les retombées. Donc, l'équipe et ses partenaires ont un plan bien défini pour transférer les résultats des activités de recherche ou de développement technologique. Les résultats sont susceptibles de générer des retombées socio-économiques, environnementales ou en matière de santé pour la population canadienne. Nous avons donné comme instruction aux applicants de décrire comment l'équipe prévoit transférer les résultats de programmes de recherche de développement technologique, de décrire l'expérience
de l'équipe en matière de mobilisation des connaissances et de transfert technologique et de décrire les retombées potentielles pour le Canada, y compris les compétences que le personnel hautement qualifié acquérera grâce à l'infrastructure demandée. Et ici, comme comme les projets de recherche couvrent un large éventail ayant partant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Donc, on s'attend que les retombées soient adaptées en fonction du domaine de recherche. Alors, il n'y a aucun problème à ce qu'une retombée soit considérée comme une connaissance qui servira au prochain niveau de recherche. Au niveau de la politique des conflits d'intérêts, donc un conflit d'intérêts peut être considéré comme réel ou apparent lorsqu'un membre de comité ou un évaluateur externe, en fait, a une affiliation professionnelle étroite avec un des applicants qui est survenu au cours des 6 dernières années. Donc, on parle d'interactions fréquentes et régulières. Également, si la personne a été un superviseur ou un stagiaire du candidat, d'avoir collaboré, que ce soit publié, partagé, écrit une demande de fonds conjoint, donc dans les 6 dernières années. Si jamais vous avez des questions au niveau de la politique de conflit d'intérêts ou vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire là, pour confirmer le tout. Au niveau de la confidentialité, comme tout autre processus d'évaluation, en fait, on vous demande d'assurer en tout temps la confidentialité des documents et des renseignements qui vous a été et qui vous seront partagés au courant du processus d'évaluation. Donc, ces documents doivent être utilisés qu'aux fins du processus d'évaluation et on vous demande de détruire le tout à la fin du processus. Donc, oui, en fait, les mêmes politiques de confidentialité s'appliquent. Et on vous demande de ne pas divulguer de renseignements découlant du processus d'évaluation. Ici, vous avez un aperçu de la répartition des demandes et des montants demandés. Donc, nous avons reçu au total 297 propositions demandant 3,1 milliards de dollars, coût total des projets, donc soit 1,1 milliard de dollars demandés à la FCI. Je vous rappelle notre budget qui est de 400 millions de dollars, donc ce qui nous amène à un taux de financement qui risque d'être dans les environs des 36 %. Nous avons reçu, les 297 demandes proviennent de 63 établissements et 57 projets sont des projets qu'on appelle multi-établissements, soit possédant 3 collaborateurs et plus. Donc, les rapports des comités d'experts, comme mentionné, seront rédigés par le personnel de la FCI et finalisés en consultation avec soit les membres pour les comités qui n'auront pas de présidence ou avec la présidence des comités pour les comités ayant des présidences. Les rapports incluent les évaluations par consensus de chaque critère. Donc, la cote que vous allez avoir donnée par critère, ainsi que les forces et les faiblesses que vous allez avoir commentées, ainsi qu'une évaluation du budget. Donc, les rapports seront par la suite fournis au niveau suivant, soit les comités d'évaluation multidisciplinaires qui les aideront à guider leur discussion et de donner leurs recommandations en termes de financement. Et oui, donc nous allons vous demander de réviser les rapports afin de s'assurer de son exactitude et de son exhaustivité. Les rapports seront à la toute fin mis à la disposition des institutions. Donc, les noms des membres du comité seront joints, donc simplement votre nom avec votre affiliation. Donc, les établissements seront les membres qui siégeaient sur les comités. Par contre, tout est anonymisé en ce sens qu'on ne met pas
les commentaires en lien avec les noms. Donc, on ne dira pas une telle personne a donné telle force et vice-versa. Donc, le tout demeure le consensus du groupe. Et on demande aux établissements également là, de ne pas contacter les experts à la suite du processus. Si jamais un expert, un applicant vous contacte, vous pouvez, en fait, on vous demande de le rediriger vers la personne responsable du comité expert. Ce qui nous amène à la liste de choses à faire, en fait, préalablement à vos rencontres de comité d'experts. Donc, tout d'abord, d'activer votre compte sur notre portail, le SGCF, donc le système de gestion des contributions de la FCI. Également, de compléter le module de formation sur les préjugés inconscients. Sur la plateforme, vous allez avoir accès à toute la documentation, donc les propositions en soi et la documentation qui est sous-jacente, donc les documents concernant sur les lignes directrices à l'intention des membres. Nous avons également un gabarit pour votre évaluation préliminaire. Donc, on vous demande préalablement au comité, donc quelques jours à l'avance, de fournir vos cotes préliminaires pour chacun des critères, ainsi que vos forces et vos faiblesses. Donc, le tout peut être simplement des points de forme, pas nécessairement le format qui vous convient le plus. Donc, si c'est juste en points, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un texte soutenu, aucun problème non plus. Donc, simplement pour nous aider à orienter la discussion, savoir ou est-ce que les critères qui sont évalués un petit peu plus faibles à l'avance. Ceci étant dit, vous pouvez toujours changer vos cotes en cours de route en fonction des discussions qui auront lieu durant les comités. Donc, les commentaires et les cotes préliminaires vont évoluer en fonction du comité, de la rencontre, des discussions, et ne seront pas nécessairement écrits de la même façon dans dans les rapports finaux. Également, vous allez avoir accès à l'agenda de la rencontre et le guide de référence rapide. Donc, pour les comités comportant plus de 3 propositions et plus, nous allons vous assigner le rôle d'évaluateur principal à un sous-groupe de propositions. Donc, pour les comités ayant 4, 5, 6, 7 demandes, nous ne vous demanderons pas de revoir en profondeur toutes les demandes. Donc, vous allez avoir votre assignation dans le sous-groupe. Dans le système, ça va être bien identifié. Pour ceux que ce n'est pas encore disponible, c'est possiblement puisque nous n'avons pas encore complété tous les comités. Donc, l'assignation se fera sous peu, ne vous inquiétez pas. Et certains comités qui n'ont toujours pas de date de rencontre fixée non plus. Donc, nous travaillons actuellement à la complétion des comités. Il nous manque quelques experts pour compléter. Donc, quand le tout sera complet, vous allez recevoir un courriel avec un lien pour un sondage pour fixer la date de rencontre. Là ou les dates, là, tout dépendant si votre comité se tiendra sur 1 ou 2 jours. Donc, ici, vous avez une image sur comment entrer vos commentaires préliminaires dans notre système, dans notre portail. Donc, lorsque vous accédez à votre tableau de bord de l'examinateur, vous naviguez vers évaluation et documentation, et puis vous allez pouvoir sélectionner les cotes critère par critère en fonction de la demande et joindre les commentaires s'y rattachant. Similairement, pour les experts qui ont été sollicités par les fonds de recherche du Québec, donc soit 3 fonds au niveau du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, donc FRQNT, le Santé ou les sociétés et culture. Donc, nos partenaires du Québec utilisent une plateforme qui est similaire. En fait, les tâches sont les mêmes à faire préalablement, simplement comment accéder à tout
les documents préalables et comment fournir vos évaluations préliminaires va diverger quelque peu. Donc, vous allez devoir activer votre compte. Et en fait, là, au niveau de la politique des conflits d'intérêts et de confidentialité, vous allez devoir signer les documents appropriés. Et au niveau d'avoir accès à l'information, même chose, vous allez avoir accès à toute la même documentation, les demandes. Et à la toute fin, lorsque vous allez avoir complété votre évaluation préliminaire, donc on va vous demander de téléverser un dossier zip, la documentation préliminaire en vue du comité. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Donc, beaucoup de matière en très peu de temps. Alors, je vais prendre vos questions, si questions il y a. Merci beaucoup. Question de savoir comment savoir si vous avez été, si vous êtes un expert sélectionné pour les FRQ, donc un comité Québec. Habituellement, ça le mentionne. Donc, si vous révisez une demande provenant du Québec, il y a de fortes chances que ce soit via les fonds de recherche du Québec. Donc, dans le courriel, ça devrait être mentionné. Vous devriez avoir un courriel que le processus est conjoint entre le FRQ et la FCI. Donc, ça devrait être bien identifié. En cas de doute, vous pouvez toujours communiquer avec le responsable, la personne qui vous a sélectionné pour être membre expert. Donc, mais sinon, habituellement, c'est bien indiqué là, sur le courriel d'invitation. Donc, comme question, est-ce que l'on doit envoyer le rapport préliminaire en format Word au responsable du comité de la FCI? En fait, les deux options s'offrent à vous. Vous pouvez l'utiliser dans notre système de gestion des contributions, donc sélectionner les cotes et joindre vos commentaires. Donc, c'est la façon à privilégier. Donc, vous allez pouvoir copier-coller le document. Le gabarit se veut vraiment une aide. Par contre, là, si vous avez quelconque difficulté, on peut vous aider et vous pouvez toujours envoyer, là, si vous préférez, là, le document par courriel au responsable de comité. Au niveau pour la date finale des comités, comme mentionné, il y a plusieurs comités en fait, quelques comités qu'on cherche encore un expert ou deux pour les compléter. Sinon, si vous avez reçu un sondage, donc la date devrait tomber sous peu. Souvent, on essaie de voir là, en fonction des disponibilités, là, puisque on essaie de respecter vos disponibilités avec vos horaires chargés et respecter également là, en termes de décalage horaire aussi. Là. Donc, si vous avez reçu un sondage, sachez que la date devrait arriver sous peu. Ceci étant dit, bien sûr, si la date, si vous n'avez toujours pas de date, clairement, le comité ne sera pas à la fin septembre ou début octobre. On vous laisse un certain temps pour pouvoir prendre connaissance du matériel et tout. Là. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau du délai à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Si jamais, entre-temps, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter la FCI ou les responsables de comité. Donc, vous pouvez répondre au courriel d'invitation et nous contacter avec toute question avant et durant le processus. Donc, nous sommes là pour vous aider. Ça nous fait plaisir de vous accompagner dans le processus. Encore une fois, merci beaucoup pour votre implication dans nos comités. Donc, comme mentionné, sans quoi ça ne pourrait pas être possible sans vous. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt et votre implication. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci.